J'ai toujours entendu dire qu'Elf était une des vaches à lait de la République. Roland Dumas. Bonsoir, c'est une émission inédite et exceptionnelle que nous vous proposons ce soir puisque nous allons vous raconter la plus invraisemblable affaire politico-financière de ces dernières années, l'affaire Elf. Elf qui a longtemps été la plus importante entreprise française, c'est aussi celle qui réalisait le plus de profits. Problème, une partie de ces bénéfices aurait été détournée entre 1989 et 1993. 3 milliards de francs, c'est l'estimation en général admise, auraient disparu des caisses de la plus profitable entreprise française. L'affaire Elf, c'est un véritable thriller, un véritable feuilleton où se côtoient des chefs d'État africains, des hommes politiques, des hommes de l'ombre, des intermédiaires à la réputation parfois sulfureuse, dans certains cas richissimes, un ancien président de la compagnie qui a été incarcéré en prison, qui a été plus de 30 fois mis en examen dans cette affaire et qui sera avec nous tout à l'heure sur ce plateau, Loïc Le Floch-Prigent. Où sont passés les milliards d'Elf? Comment fonctionnaient les commissions? Compte secret, argent liquide, caisse noire? Pourquoi le système a-t-il dérapé et qui en a profité? Des réponses ce soir dans Capital. 3 milliards de francs disparus en commission, Elf, c'est un incroyable polar où l'argent coule à flot. Avec le pétrole, on peut acheter des consciences. Un système bien rodé, bakchiche contre pétrole, qui a bénéficié de ces commissions? Pourquoi les pays africains n'ont-ils pas profité des richesses de l'or noir? Avec le pétrole qui coule à flot à Pointe-Noire, avec la richesse de ce pays pendant 30 ans, comment se fait-il qu'il n'y a même pas au moins à Pointe-Noire ou à Brazza une clinique convenable où on peut se faire opérer de l'appendicite? De l'argent est aussi revenu dans les caisses des partis politiques en France. Compte secret, valise de billets, par quel circuit passaient les millions? Des billets? Des billets Dans des valises. Eva Joly, Renaud Van Ruynbeck, des juges devenus célèbres en s'attaquant au PDG et aux ministres, de quels moyens disposent-ils pour mener leurs enquêtes? Et nous allons commencer cette émission en allant en Afrique. L'Afrique, véritable chasse gardée de Elf, qui a représenté jusqu'au 3/5 de sa production de pétrole. L'Afrique sur laquelle, pendant plus de 30 ans, la compagnie a fait main basse. Comment expliquer que dans un pays aussi riche en pétrole que le Congo, par exemple, il n'y ait même pas un hôpital décent, alors que dans le même temps, ses dignitaires roulent en limousine? Comment expliquer que des cargaisons entières de pétrole aient pu disparaître sans laisser de traces entre l'Afrique et l'Europe? Les milliards d'Elf, première partie de ce document, le fruit d'un an d'enquête dans les coulisses d'un dossier explosif qui va vous emmener de Paris à Brazzaville, en passant par Genève ou Londres. Un document réalisé par Denis Boutelier, Jean-Yves Charpin, Nathalie Martin, Yves Tournou et Tony Casabianca. Lundi 13 septembre 1999, 11h. Philippe Jaffray, PDG d'Elf, descend de sa BMW blindée pour signer le rachat de son entreprise. Non, pas de journalisme. Et voilà l'homme qui vient de le faire tomber, Thierry Desmarais, PDG de Total. L'événement est énorme et toutes les caméras de télévision sont là. Derrière les sourires et les poignées de main, Elf vient tout simplement de se faire racheter par son ennemi juré, Total. Monsieur Jaffray, s'il vous plaît. Voilà. S'il vous plaît. Et vous nous regardez là, s'il vous plaît, voilà. Après 32 ans de service, c'est la fin d'une époque pour Elf. D'Elf, on connaît bien sûr les pompes à essence. Elle a longtemps été la plus grande entreprise de France, 100 000 employés et 600 millions de francs de chiffre d'affaires par jour. C'était même le porte-étendard de la France à l'étranger, dans les mers africaines, dans les laboratoires de recherche ou sur les circuits de Formule 1. Mais pour beaucoup, si Elf en est arrivée là, c'est qu'elle a aussi abrité le plus grand scandale des 30 dernières années, l'affaire Elf. Elf, l'énergie d'une passion. À l'origine de l'histoire, des millions distribués en toute discrétion par les patrons de l'entreprise. Pour comprendre, nous sommes allés voir l'ancien PDG d'Elf entre 89 et 93, Loïc Le Floch-Prigent, aujourd'hui consultant. Prédécesseur de Philippe Jaffray, il est le seul PDG à accepter aujourd'hui de parler de ces millions qui font scandale, ce qu'on appelle les commissions, des sommes colossales versées à des intermédiaires pour obtenir des contrats. Elles sont justifiées depuis l'origine par le fait que si jamais elles n'existent pas, on ne fait rien. C'est-à-dire ? Si jamais vous ne voulez pas, rentrer dans un pays, c'est facile, vous ne payez pas de commission. Exactement, si jamais vous voulez rentrer dans un pays, vous payez une commission. À qui cet argent est-il versé?
Par quel circuit secret transite-t-il? Nous nous sommes intéressés à une des plus grosses opérations menées sous le règne de Loïc Le Floch-Prigent au Venezuela, un pays pétrolier d'Amérique du Sud. Nous sommes alors en 1990. Elf cherche à obtenir la concession de 2 champs de pétrole situés dans cette région, l'Orénoque. Problème, les dirigeants d'Elf ne connaissent personne au sein des autorités locales. Il leur faut trouver un entremetteur. Et c'est là qu'entre en scène André Guelfi, fou d'avion et milliardaire. Il a déjà fait ses preuves dans les affaires au Venezuela pour le compte d'autres entreprises françaises comme la Générale des Eaux. Elf fait appel à lui. Alors il me demande d'intervenir pour que je puisse avoir les meilleures zones. Je lui dis écoutez, c'est pas difficile, envoyez vos techniciens là-bas, voyez les zones que vous préférez et moi je me charge avec mes amis et mes relations de vous les faire attribuer. Ce qui compte dans ces affaires, ce sont les relations. La force d'André Guelfi, ça tombe bien, c'est son carnet d'adresses. Au Venezuela, il connaît notamment un amateur de cigares bien introduit dans le pays, un certain Ago de Mirjian. Ago s'occupait beaucoup du Venezuela parce qu'il avait des approches plus qu'intimes avec le président de la République, puisque lui, sa femme était belle-sœur du président de la République. Donc c'est ce qui lui permettait de... Évidemment, d'avoir toutes les portes ouvertes. L'intervention du fameux Ago et d'André Guelfi au Venezuela sera efficace. Grâce à eux, le patron d'Elf réussit même à rencontrer le président vénézuélien, Carlos Andrés Pérez. Et 2 protocoles d'accord sont signés entre Elf et le pays. Ce que personne ne sait alors, c'est que Elf a débloqué une importante somme d'argent à André Guelfi. Un contrat secret est signé, en un seul exemplaire, déposé dans un coffre en Suisse, ce qu'on appelle un contrat de commission. Une commission, c'est de l'argent versé à des intermédiaires qui vont payer des gens influents dans les pays. Et pour payer ces gens influents au Venezuela, Elf dépense rien moins que 20 millions de dollars, 140 millions de francs, à répartir entre différentes personnes, amis du fameux Ago. L'homme à convaincre était bien sûr le président Carlos Andrés Pérez. On apprendra plus tard qu'une partie de cet argent a bénéficié à certains de ses proches. Qu'on le veuille ou non, il faut corrompre ou le ministre du pétrole ou les responsables. Parce que qu'est-ce que vous croyez que les intermédiaires ils font dans ces cas-là? Les intermédiaires, ils essaient, eux, d'obtenir le résultat. Alors, à qui voulez-vous faire croire qu'ils obtiennent les résultats à la sueur du front sans intéresser personne? Verser des commissions pour André Guelfi, ça veut dire corrompre. L'entreprise Elf a versé chaque année jusqu'à 5% de ses investissements à des responsables politiques pour qu'ils lui accordent des marchés dans le monde entier. Derrière ces opérations pétrolières, en mer du Nord, en Russie, au Kazakhstan, au Moyen-Orient, en Afrique, partout, il y a des commissions. Impossible de faire autrement face à la concurrence des autres compagnies pétrolières qui font exactement la même chose. Ils sont obligés de payer, ils payent. Ils payent, que ce soit en Angola, au Gabon ou n'importe où, on est obligé de payer les chefs d'État ou les responsables. Si vous ne payez pas, vous n'avez que dalle. Depuis Pierre Guillaumat, le premier PDG d'Elf dans les années 60, et sous la présidence de tous ses successeurs, des sommes considérables ont été versées, entre 300 et 800 millions de francs de commissions, selon les années. Vous êtes certain que ça a été pratiqué dès la création de l'entreprise, sous M. Guillaumat? Il n'y a pas d'autre solution. Ça a été continué sous M. Chalandon? Oui. Et sous M. Pecker? Oui, et continué sous M. Geoffrey. Bien sûr, il n'y a pas d'autre solution. Et M. Desmarais continue, il n'y a pas d'autre solution. Payer des bakchiches, les mots comme les montants ne sont évidemment inscrits nulle part dans les documents annuels que publie Elf. Les salariés ne les connaissent pas, les actionnaires non plus. Mais aussi incroyable que cela paraisse, elles ne sont pas secrètes pour tout le monde. Elles sont même légales et avalisées par les plus hautes autorités de l'État, au ministère des Finances. Par de très hauts fonctionnaires à la direction des impôts, dans le quartier de Bercy. Jusqu'à une loi votée en l'an 2000, payer des responsables politiques étrangers n'était tout simplement pas interdit. Ça reste quand même un sujet tabou, pas facile à aborder. L'administration pouvait être informée
que des commissions servaient à corrompre des agents étrangers. Il est arrivé que l'administration fiscale soit amenée à constater le versement de commissions et grâce à l'ensemble des éléments qui ont été recueillis par les vérificateurs, on était convaincu qu'une partie de ces commissions rémunérait les services d'agents publics étrangers. Ces commissions étaient tellement légales qu'il y avait même un formulaire prévu pour ça, le formulaire DAS2. On y écrivait les sommes et les coordonnées des intermédiaires concernés. Et ça permettait aux entreprises de les déduire de leurs impôts, comme n'importe quelle dépense professionnelle. Les commissions qui sont versées par les entreprises obéissent aux mêmes règles de déduction que les autres charges de l'entreprise. Et il n'y a pas que Bercy qui était au courant. Les présidents de la République auraient été informés du versement de ces millions cachés, de De Gaulle à Jacques Chirac. C'est en tous les cas ce qu'affirme Loïc Le Floch-Prigent, ici en photo avec le président François Mitterrand. J'en informe, moi, le président de la République, le secrétaire général, et mon directeur financier en informe le directeur des douanes, puis le directeur du budget. Donc c'est un système qui fonctionne, non pas de façon occulte, encore une fois, mais de façon claire, nette, républicaine. C'est clair, net et républicain. Le système a surtout permis à l'entreprise de bâtir depuis son siège du quartier de la Défense un colossal empire d'argent, principalement sur le dos d'un continent, l'Afrique. L'Afrique, le long des côtes du golfe de Guinée, c'est le précaré historique d'Elf. Elle représente les 2/3 de la production de la compagnie, au large du Gabon, du Cameroun, de l'Angola, du Nigeria, du Congo. Une des pièces maîtresses d'Elf, c'est le Congo, capitale Brazzaville. Malgré ses 14 millions de tonnes de pétrole produits chaque année, le pays est mal géré depuis 30 ans. Mais Elf a su y gagner énormément d'argent grâce à toutes sortes d'opérations. Ça commence sur les puits de pétrole eux-mêmes. Les installations industrielles sont à 600 km de Brazzaville, près de la ville de Pointe-Noire, au bout d'une des rares routes bien goudronnées du pays. On a suivi les panneaux, il faut prendre à droite. C'est indiqué. Voilà le terminal pétrolier de Djeno. C'est ici que transite le pétrole, extrait par Elf, pour son compte et celui du pays. Les puits sont en mer. Au bout d'un chemin, il n'y a rien à voir, si ce n'est quelques tuyaux qui s'enfoncent dans l'océan, derrière une grille. Problème, à partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par Elf, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savions rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays. Nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Pour le savoir, il aurait fallu que les Congolais puissent se rendre ici, sur cette bouée qu'on devine plus qu'on ne la voit. Loin des regards, c'est là que les pétroliers viennent charger le pétrole. Seulement voilà, les navires sont Elf, les employés sont Elf, les chiffres sont donnés par Elf et les autorités du Congo assurent qu'elles n'ont pas les moyens d'aller vérifier. Gilbert Songuissa a dirigé pendant plusieurs années les services de contrôle pour le ministère des Pétroles. Selon lui, c'était mission impossible ou presque. Pour aller contrôler, naturellement, il faut faire appel aux moyens des compagnies pétrolières. C'est-à-dire que vous-même, est-ce que vous aviez vos propres bateaux, vos propres hélicoptères pour pouvoir aller sur les plateformes? Non, pas du tout. Vous aviez combien de bateaux? Je vous ai dit pas du tout, donc 0 bateau. Même pas une pirogue. Au large de ces plages, des quantités de pétrole importantes auraient ainsi été acheminées sans que les officiels congolais n'en soient mis au courant. Parfois même, des navires entiers. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Le Floch-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà.
c'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé, quand les dispositifs de comptage n'étaient pas aussi précis que maintenant. Alors on peut